Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, je crois que c'est la première fois qu'on le reçoit sur ce plateau, en tout cas dans ces conditions-là. C'est Marie-Joseph Mallet, le PDG d'Air Austral. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous imaginez, on a une tonne de questions à vous poser. On va évoquer le problème du prix, parce que pour beaucoup, c'est un problème. Mais juste avant, comment aujourd'hui vous positionnez Air Austral dans le temps par rapport à Mayotte ? Et merci d'abord donc pour cette invitation. Je pense que c'était important pour moi de venir ici à Mayotte et de pouvoir m'exprimer. Et je crois qu'il est aussi important de pouvoir repositionner la relation, comme vous le disiez, d'Air Austral avec, je dirais, Mayotte d'une manière générale et le remettre un tout petit peu en perspective, puisque je pense que j'ai lu ci et là un certain nombre de commentaires qui finalement offrent une vision plutôt réductrice et ramènent cette relation à, je dirais, presque une relation mercantile ou purement économique ou financière. Je rappelle que cette relation, elle a toujours été respectueuse, équilibrée et surtout fait montre d'un vrai engagement d'Air Austral vis-à-vis de Mayotte. On est à Mayotte depuis 42 ans. 42 ans, c'est presque un demi-siècle. Et j'en parle d'autant plus librement que plus de 3 décennies, c'est l'œuvre de mon prédécesseur. Et on a effectivement avec le HS 748, avec les différents appareils, eu une présence ininterrompue, je le rappelle, ininterrompue ici à Mayotte pour pouvoir assurer cette desserte sur un département où il n'y a d'ailleurs pas d'obligation de service public, que quelque part nous on a toujours considéré que nous avions une obligation morale de le faire, que ce soit d'ailleurs mon prédécesseur avec les équipes d'Air Austral et Paul et Moïse Issoufali qui ont effectivement œuvré durant ces décennies, et ça c'est important de pouvoir le dire. Durant les périodes difficiles, nous sommes restés. En 2012, quand la compagnie était ruinée, je vous le rappelle, je suis venu ici voir le président du conseil départemental, et la seule crainte qu'il y avait, c'est que nous interrompions nos vols. Or, on a maintenu véritablement, on a maintenu d'ailleurs en fréquence ces relations, parce qu'il était important de pouvoir maintenir même durant les temps difficiles. Donc je pense que notre relation allait bien au-delà de l'aspect purement financier, des investissements qu'on a pu faire. Je vous rappelle que le 777-200 LR avait été effectivement acquis par mon prédécesseur, et c'est d'ailleurs sans doute en grande partie à l'origine de l'endettement d'Air Austral et de la situation catastrophique en 2012, pour pouvoir démarrer cette relation directe entre Dzaoudi et Paris, c'est-à-dire aller dans le sens de l'amélioration de la qualité de service, de l'innovation. C'était important de le dire. À ce moment, les seuls qui se soient endettés, c'est Air Austral, pour pouvoir aller d'ailleurs... Mais alors pourquoi s'attacher autant à Mayotte? Parce que beaucoup pensent que le Mayotte-Réunion, c'est la vache à lait de Air Austral. Non, le Mayotte-Réunion n'est pas la vache à lait d'Air Austral. La relation est rentable, la rentabilité évolue avec le temps. Oui. Je vous rappelle que sur l'exercice précédent, le bénéfice d'Air Austral a été en résultat net extrêmement limité de 300 000 et la relation Réunion-Mayotte était tout juste équilibrée. On était à 2 doigts d'ailleurs d'être déficitaire. Donc je pense qu'effectivement il y a beaucoup de rumeurs qui peuvent se construire. Des fausses rumeurs. Oui, très clairement. La ligne n'est pas déficitaire, la ligne est rentable, elle est tout juste rentable sur le Réunion-Mayotte, tout simplement parce qu'une société a des coûts et on ne peut avoir la politique commerciale que nous permet simplement nos coûts. Combien représente la ligne Réunion-Mayotte? Pardon d'insister, mais on est à Mayotte, donc on s'intéresse à Mayotte, forcément. Combien représente en chiffre d'affaires, le Réunion-Mayotte sur l'ensemble du chiffre d'affaires Air Austral? En pourcentage à peu près. D'accord. La ligne Réunion-Mayotte sur l'ensemble du chiffre d'affaires d'Air Austral représente un peu plus de 15 pour faire 17%. Voilà. Donc je vous dis, comme il faut ramener simplement la ligne. Et puis je parle de cette ligne-là aujourd'hui, avec en particulier la possibilité d'augmenter les fréquences. Je vous rappelle autre chose qui me paraît important. Quand on prend le marché mahorais, parce que c'est de ça dont on parle, parce que sur la ligne Paris-Mayotte, il y a des ventes du marché Mayotte, mais il y a aussi des ventes du marché métropolitain. Il y a des ventes de la Réunion. Sur le marché purement mahorais, si je prends donc les ventes faites ici, le marché mahorais représente, tenez-vous bien, 10% des ventes de l'ensemble d'Air Austral. C'est ça. Je pense que c'est important de pouvoir le dire. Le marché mahorais, ici, représente 10% de l'ensemble des ventes d'Air Austral. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir le taux de marge qu'il y a sur ces vols entre Mayotte et la Réunion, qui, a priori, d'après ce qu'on vient de nous expliquer sur ce plateau, est supérieur aux marges que vous pouvez avoir à La Réunion. Non, écoutez... C'est faux? Non, c'est faux, très clairement. Je pense que si vous voulez... Alors pourquoi c'est si cher? Pourquoi le Mayotte-Réunion est si cher?
Encore une fois, je pense qu'il faut, séparer en fait les différents problèmes. Je crois que quand on prend les problèmes de tarification, je vois beaucoup d'experts évidemment donc venir expliquer que c'est la vache à lait, on gagne, etc. Je suis content. D'ailleurs, j'espère pouvoir en embaucher un ou deux pour qu'ils puissent nous aider à nous améliorer. Je vous rappelle quand même que l'année dernière, on a fini avec un bénéfice de 300 000 €, ce qui est pour un chiffre d'affaires de près de 400 millions de chiffre d'affaires, ça vous explique. Et cette année, ce sera sans doute encore plus difficile. Donc, je serai demandeur de conseils. Au-delà de ça, au niveau de la tarification et des prix, je pense qu'il faut regarder la réalité objective, ensuite faire la part des choses avec, si vous voulez, le déficit de communication et de pédagogie, et puis faire attention à l'instrumentalisation, parce qu'il y a effectivement, dans le contexte actuel, je le vois bien, un peu d'instrumentalisation à des fins... Non, à des fins que je qualifierais pas. Je dirais, il m'appartient pas de qualifier tout ça, mais je le vois bien vu l'orientation qui est donnée. Si je reviens à l'analyse objective de la tarification, qu'est-ce que je constate? Je constate que depuis 3 ans, ou même plus, les grilles tarifaires, et je le dis d'ailleurs, je l'ai dit aux élus, je l'ai dit effectivement à la presse aussi lors de ma précédente rencontre, n'ont pas évolué. Elles sont restées identiques. C'est-à-dire, lorsqu'on était encore avec de la concurrence, que j'appelle de mes voeux. On reviendra sur la situation de monopole subi par Air-Austral. Les grilles n'ont pas évolué. Elles ont, excusez-moi, pour être totalement honnête, elles ont augmenté de 10 €. Tout simplement parce que les taxes aéroportuaires ont augmenté. Mais ces grilles n'ont quasiment pas augmenté depuis un nombre considérable d'années. Et on fait très attention à ne pas faire augmenter ces grilles. Ça, c'est un premier point. Mais vous pouvez me dire, c'est bien d'avoir des grilles tarifaires, mais si vos classes les plus intéressantes sont fermées, alors, évidemment, vous avez vos grilles, mais vous vendez que les tarifs les plus élevés. On a fait faire ce travail que je peux exposer d'ailleurs à tout moment. Les pourcentages de vente dans les tarifs les plus intéressants, je parle à moins de 1079 € par exemple sur le Paris, 3 ventes sur 4 en basse saison, 3 ventes sur 4 en basse saison sont vendues à moins de 1079 €. Quand je parle de la haute saison, puisqu'effectivement on parle de la haute saison, une vente sur 2, effectivement, est faite à moins de 1300 €. C'est pas les tarifs dont on est en train de parler. Et ces grilles n'ont pas changé. Le pourcentage des places qu'on alloue, effectivement, n'a pas évolué. Et même s'est amélioré. Donc pour vous, ce billet n'est pas cher. Ce qui se passe, pas cher. Tout est relatif. Je dirais, un billet est toujours cher. Ici, on le compare à ce qu'on veut, mais je reviendrai dessus. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est aussi le succès de la ligne directe. Cette ligne directe connaît un succès croissant, et donc elle se remplit plus facilement. Le rapport qualité-prix s'est considérablement amélioré. Avec un taux de remplissage de quasiment 90%, je crois. Mais aussi, rappelons-le, à tarif identique. Quand on passe d'un vol qui faisait une amplitude en passant par la Réunion de près de 17 heures. Si on compte le temps de vol, le temps d'arrêt à la Réunion et le temps de vol entre la Réunion. On passe de 17 heures à 9h45 aujourd'hui, ou avec l'escale à Nairobi 10h45. C'est une amélioration considérable de la qualité. Ce rapport qualité-prix qui s'est amélioré a fait qu'en réalité, on a connu un succès grandissant. Beaucoup de places se remplissent très en amont, et on le sait, c'est un phénomène qui est lié à Mayotte, parce qu'un certain nombre un segment de la clientèle est capable de prévoir 1 an à l'avance ses congés, et donc peut véritablement occuper ces places que l'on met en vente très longtemps à l'avance. Donc on est en train d'étudier une solution qui, à nombre de places équivalentes, permettra peut-être d'offrir moins très longtemps à l'avance et plus quelques mois avant le départ du vol. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Monsieur le Président. Ouais, c'est une proposition très importante. On en avait parlé en décembre quand on s'est rencontrés à l'usine ATR. En attendant, Air Austral, c'est combien de passagers à La Réunion, au départ de La Réunion, transitant par La Réunion, et combien à Mayotte? Alors, parce qu'on parle de prix, mais le volume est important. Alors, je pense que les volumes sont importants. Je vais vous citer les chiffres globaux. Le volume global des passagers entre Mayotte et Paris, ça varie entre 120 et je crois 140 000 puisque ça augmente. Entre La Réunion et Paris, c'est 1,3 million, 1,4 million. Voilà. Je pense que si vous voulez, ça positionne aussi tout de suite, je dirais, les éléments de comparaison pour expliquer véritablement que dans un cas, on est clairement capable d'amortir. Et le Réunion-Mayotte, je vous rappelle que le remplissage de notre ligne Réunion-Paris est aux alentours de 90%. Le Réunion-Mayotte est à 63%. Quand vous prenez le vol d'aujourd'hui et de demain, dans un sens, il est plein, mais dans l'autre sens, il est à moitié vide. Donc, globalement,
il est clair que sur cette ligne-là, sur cette rotation-là, je ne dis pas que sur les autres, sur cette rotation-là, il y a peu de chances pour qu'effectivement on ait atteint l'équilibre. Marie-Joseph Mallet, si au départ de Mayotte, je veux aller à Paris, je ne peux passer que par Air Austral. Si je veux aller à Madagascar, c'est Air Austral qui a le marché. Si je veux aller aux Comores, je peux passer par d'autres compagnies, mais c'est surtout Air Austral. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il y a un monopole ou une situation de monopole? Écoutez, moi je fais la différence entre une situation de monopole de droit, comme c'est le cas dans d'autres activités que je ne citerai pas, mais qu'on peut vite retrouver, et le monopole de fait. On est dans cette situation-là. C'est un fait. Je vais pas. Mais c'est quelque chose que je regrette moi-même. Je dirais toute ma carrière, et on le sait d'ailleurs de mon expérience passée, j'ai vécu des situations où toute situation comme ça de monopole de fait faisait l'objet de critiques, puisqu'en fait on cristallise tous les mécontentements chaque fois qu'il y a un problème. Et donc j'ai toujours souhaité qu'il y ait une concurrence. La preuve, quand le dernier concurrent a décidé d'arrêter, en donnant un certain nombre, en donnant une argumentation qui est la sienne, je dirais, dans laquelle on peut discuter, mais peu importe. Je dirais, j'ai toujours considéré que pour nous, c'était effectivement quelque chose qui n'était pas nécessairement une bonne chose. J'appelle de mes voeux clairement une concurrence qui doit exister et qui, que ce soit sur la ligne Paris, elle peut exister. Il suffit d'ailleurs de faire un arrêt à Nairobi. On n'a pas besoin nécessairement d'un avion qui fasse un vol direct. Bien sûr. Mais quand on regarde, à l'époque, appelons un chat, on est sur Coésie, on dit les mots simplement. Corsair, quand il faisait la ligne Mayotte-Réunion, le vol était à 198 €, on va dire 200 €. Vous n'étiez pas sur ces tarifs-là, vous êtes aligné. Quand ils ont arrêté, vous avez remonté les tarifs. Ça veut dire qu'on peut le faire, cette ligne à 200 €. Alors, oui, c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, c'est la question qui m'est posée très régulièrement. Tout d'abord, je vous précise que le tarif à 199 € existe toujours. Je vérifie, c'est 199,61 existe toujours, dont 79,61 de taxes. Il existe toujours. Il n'y a peut-être pas le nombre de places suffisant, mais il faut savoir qu'on continue de vendre ce tarif-là à des périodes qui sont des périodes de basse saison. Avec peu de sièges. Avec moins de sièges. Moins de sièges. Alors, je reviens sur ce 199 € dont vous parliez. 199 € avec 80 € de taxes, ça nous laisse, on fait le calcul, ça fait 110 € à peu près. J'arrondis. 110 € qui est la recette qui revient à la compagnie. C'est-à-dire que pour un sens aller, on serait à 55 €. C'est le prix du taxi entre CDG et Roissy. Non, pardon. Voilà, entre Roissy et Paris. C'est le prix de ce taxi. Il faut quand même qu'on le réalise tous, alors qu'on parle de 1400 km. Et je vais vous dire, je continue parce qu'en fait, on le fera pas. Si je devais vendre que des tarifs à 199 €, j'arrêterais la ligne. Parce que je ne couvre même pas mes coûts. Et c'est toujours ce qu'on a dit. Donc, on ne peut pas. Donc, la concurrence peut vous faire du mal aussi. Vous la souhaitez, mais elle peut vous faire du mal. Mais c'est bien ce que je dis. C'est la raison pour laquelle, lorsque la concurrence vend à 199, parce que eux, c'est un bout de ligne, on peut le faire, on s'aligne. Mais si on devait s'aligner dans la durée, on perdrait de l'argent et on serait obligé de prendre des mesures en conséquence. On ne peut pas rester. On ne peut pas rester, effectivement, donc les bras croisés si on perd de l'argent. Et il faut le savoir, le transport aérien a un coût, il y a un certain nombre de contraintes. Et à ce tarif-là, sur l'ensemble des sièges, je dis bien, on ne résisterait pas. Samuel, une réaction? Désolé de vous faire répéter, parce que vous m'avez déjà répondu à cette question en décembre dernier, mais quelle est la position d'Air Austral vis-à-vis de la piste longue? Pourquoi êtes-vous contre? C'est ce que disent les Mahorais. Non, on a toujours été en faveur de la piste longue. On nous a effectivement pas posé la question comme vous me l'aviez posé il y a quelques mois de cela, et donc je le dis haut et fort. Mon prédécesseur a été pour la piste longue pour une raison très simple. Lors du débat public de 2012, je vous le rappelle, ça a d'ailleurs été Air Austral qui le souhaitait, à ce moment, donc une piste longue, parce que ça aurait facilité les choses, et ça aurait permis, par exemple, à ces avions, gros porteurs, les 777, de se poser en période de pointe. En période de pointe, aujourd'hui, on est obligé de jongler entre le 787 et le 737, et on ne peut pas poser le 777, alors qu'il serait beaucoup plus simple, en période de pointe, de poser le 777. Donc vous êtes pour la piste longue? Bien entendu, je l'ai dit, je le répète haut et fort, j'ai toujours été effectivement pour la piste longue et on accompagnera cette réflexion. La différence, simplement, c'est qu'en 2012, après le débat public, je le rappelle, je dirais l'idée de l'investissement sur la piste longue a été reporté, je ne sais pas si c'est abandonné ou reporté à cette époque-là, nous n'avons pas attendu.
nous n'avons pas effectivement cherché des prétextes pour dire on va rien faire. On a effectivement cherché l'avion idoine pour pouvoir faire cette relation en direct et offrir enfin ce que les Mahorais attendaient, c'est-à-dire le vol direct. Ouais. Joseph Mallet, est-ce que le carburant, le kérosène qui est utilisé est un frein à la baisse du prix du billet d'avion à Mayotte? Oui ou non? Oui. Oui. Je pense qu'effectivement, on l'a écrit, on l'a dit, on a nous-mêmes écrit. On le paye bien plus cher à Mayotte qu'ailleurs. On le paye bien plus cher à Mayotte, on paye entre 60 et 80% plus cher qu'à La Réunion. Et vous avez tenté des négociations avec Total, et qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, on dit que c'est effectivement que c'est leurs contraintes économiques, voilà, qui font que pour telle ou telle raison, ils maintiennent cette politique-là. Ouais. Voilà. Mais nous avons bien évidemment, puisque lorsque nous étions avant le vol direct, nos avions faisait le plein à La Réunion. Donc le problème se posait pas tant, puisqu'en réalité on faisait le plein à La Réunion, on faisait l'aller-retour. Et le problème a commencé à se poser avec la création d'EWA. Donc puisqu'effectivement EWA a pris son fuel et c'est une petite compagnie qui avait besoin. Elle n'a pas bénéficié d'ailleurs de réduction. Elle paie elle est rentable malgré tout. Elle paie effectivement ce fuel extrêmement cher. Et nous, évidemment, avec le vol direct, nous nous alimentons ici à Mayotte. À Mayotte, on n'a pas, comme on a à La Réunion, ce qu'on appelle la continuité territoriale. Le conseil régional du côté de La Réunion facilite les déplacements des Réunionnais vers la métropole. À Mayotte, on ne le connaît pas, ça. Est-ce que ça pourrait être, j'allais dire, une piste pour permettre aux Mahorais de voyager moins cher? Écoutez, quand on voit effectivement le résultat sur le trafic de la continuité territoriale qui est effectivement censé subventionner les ménages à faible revenu, on voit qu'effectivement il y a une élasticité réelle. Ça fonctionne. Donc si vous voulez, si vous me posez la question, je vous répondrai factuellement oui. Bien évidemment que ça ne peut que aider les revenus à les ménages à faible revenu et aussi développer le trafic à terme. Bien sûr, bien on évidemment. a encore une tonne de questions à vous poser, mais c'est déjà la fin. On finira pas cette interview sans que je vous pose pas cette question, Monsieur le Président. Beaucoup m'ont posé la question, et je vais vous la poser. C'est quoi la réglementation quand un avion est en retard? Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quand un avion est en retard, les indemnités, etc., comment ça fonctionne? Écoutez, les indemnités sont précisées dans le règlement, qui est le règlement CE 261. Donc je pense que beaucoup de gens l'ont lu, puisqu'en réalité, beaucoup de médias sont fait les relais. Bon, au-delà de ça, je pense qu'en cas finalement d'annulation, et puis la jurisprudence a ensuite appliqué cela au retard. On a effectivement, lorsque ça dépasse un certain nombre d'heures, des indemnités à fournir. Sauf dans le cas de circonstances extraordinaires. Et en fait, tout le débat porte sur ces circonstances extraordinaires que beaucoup de gens oublient actuellement. C'est quoi une circonstance extraordinaire? Une circonstance extraordinaire, c'est comme par exemple lorsqu'un moteur ingurgite un oiseau, ce qui arrive. Bon, et ça c'est une circonstance extraordinaire. Et quand votre vol est en retard et que les vols suivants sont en retard, alors on est exonéré de l'indemnisation. Mais ça, et c'est donc c'est une pénalité. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres effectivement cas qui sont des cas de circonstances extraordinaires. Je veux dire, et que nous vivons nous en réalité au niveau d'Aerostral. Alors, il y a sans doute là encore de la pédagogie et plus de communication à faire. C'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai moi-même déclenché il y a plus de 2 semaines une réunion parce que j'ai bien vu qu'il y avait un déficit de communication et que donc, à partir de ce moment, légitimement, le client, lui, peut s'attendre à une indemnisation parce qu'il considère qu'il a eu un retard. Mais encore dans les règles. Dans les règles. Samuel, pour conclure, on est très en retard. Fin des années 90, début des années 2000, il y a 2 philosophies qui se sont opposées entre Boeing et Airbus. Airbus était partisan de créer un énorme gros porteur, le plus grand du monde, et Boeing était plus partisan d'avoir un plus petit avion, mais qui avait une plus grande capacité de vol. Aujourd'hui, la 380 s'arrête. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet arrêt de la 380 ? Écoutez, moi je pense que l'arrêt de la 380, d'abord je trouve toujours dommage effectivement l'arrêt d'un programme, d'un avion qui pour le voyageur que présentait des qualités, il est silencieux et vous l'avez sans doute pris, je l'ai aussi pris, effectivement c'est un avion qui est très bien. En revanche, c'est un avion qui était inefficient, on le sait d'ailleurs, et c'est ce qui a évidemment causé sa perte. En ce qui nous concerne, ça ne vient que confirmer, donc, et ça donne raison à la décision qu'on a pu prendre en 2012, quand on a abandonné véritablement donc ce programme qui d'abord nous aurait conduit sans doute à un déficit beaucoup plus grand. On aurait été incapable effectivement donc de le mener à son terme. Et puis aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Marie-Joseph Mallet, vous nous promettez que vous allez revenir sur ce plateau parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, mais on n'a plus le temps. Absolument. C'est promis ? C'est promis. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.